Bonsoir à tous. C'est le dernier plateau de cette première journée du Café des libraires au Festival America, 10e édition, 20e anniversaire. Et je suis très heureuse d'accueillir celui qui va faire les interviews ce soir et qui s'appelle Alain Bélier. Et en fait, c'est le co-gérant avec Renaud Junillon qui était là tout à l'heure de la librairie Luciole. Cette librairie qui a été créée en 1976 et implantée à Vienne dans l'Isère et qui est partenaire du festival de America depuis la toute première édition. Et comme me disait Alain, c'est pas très simple parce qu'ils sont à la fois sur le salon du livre avec un stand, puis ils viennent faire leurs interviews, donc et il y a du monde sur les stands. C'est bien, en tout cas c'est bien qu'il y ait du monde partout. Merci d'être là avec nous, Alain. On va parler, le plateau s'intitule Accepter l'autre, rêver d'ailleurs et de liberté, comme les personnages de ces trois romans peut s'avérer décevant. Et si rien ne se passait comme prévu, ben on va le voir tout de suite. Avec, on a pas trop, j'ai dit trois, hein, on a deux auteurs sur le plateau puisqu'il y a eu une défection, voilà. Donc on a avec nous Shannon Pewfall qui va être traduite par Hélène Bury. Hélène est interprète plus qu'aguerrie, fidèle des fidèles. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'acquaintances entre le festival dont moi je suis cofondatrice, Étonnant Voyageur et America. Je dois dire que les interprètes, c'est pareil. On en trouve beaucoup de ceux qui sont ici au festival Étonnant Voyageur. Donc, Shannon Pewfall, pour un livre qui s'intitule « Et nous nous enfuirons sur des chevaux sauvages », paru chez Albin Michel en avril 22 et qui a été traduit par Emmanuel Vial. Shannon Pewfall, qui était avec nous à Saint-Malo aussi au mois de mai, juin, fin mai, début juin. Après une enfance passée au Kansas, elle a travaillé durant de longues années comme compositrice freelance et barmaid, écrivant en parallèle dans diverses revues, telles que Paris Review, etc. Elle vit aujourd'hui à Monterey, en Californie, et enseigne à l'université de Stanford. Et donc, elle va nous parler de ce livre qui a un titre très long et très beau. Ça fait rêver, hein, « Et nous nous enfuirons sur des chevaux sauvages ». Voilà. Et ardent. Puis, Ardent, pas sauvage, ardent. J'ai dit, ah non, t'es sûr? Ardent. Ah, je crois que j'ai toujours dit sauvage. Mince. Pardon. Mais ils sont ardents, donc ils sont sauvages. Hein, je me rattrape comme je peux. Voilà. Et puis Ruman Alham, qui est à côté de Shannon, qui est chroniqueur pour le New York Times et le New Yorker. Il est un auteur américain d'origine bangladaise, qui, après 2 romans remarqués, mais pas encore traduits en français, je crois, sort celui dont on va parler aujourd'hui. Il est interprété par Claudine Carpenter, qui est aussi une traductrice-interprète fidèle. Et le livre s'intitule « Le monde après nous ». Il est paru au Seuil en août 22 et il a été traduit par Jean Hesch. Et ben voilà, je te laisse maintenant officier, mon cher Alain. Merci. Merci à tous d'être là. C'est un réel plaisir ce soir d'animer cette rencontre. Tant ces 2 livres ont été des grands coups de cœur de ces derniers mois et tant ces livres disent beaucoup de notre époque, on va le voir. Je vais commencer donc avec Shannon. Je ne sais pas, on n'a pas la couverture du livre, donc vous voyez cette belle couverture avec ses chevaux ardents et peut-être un petit peu sauvages. C'est sous les yeux, hein, non, oui. C'est vraiment nul. Hein. Donc, ce livre se passe en 1956. Ce n'est pas un hasard. C'est un moment où la guerre de Corée vient de se finir. On le verra quel impact ça a eu pour ces personnages. Mais ma première question, Shannon, ce serait quel était l'état de l'Amérique en 1956 ? Dans quel contexte étions-nous ? Merci. Thank you. And first, just thank you to Helen and to all of you for being here tonight. Shannon, il faut parler. Ah oui? Okay.
so the context of the novel in the 1950s in the U.S. Some of you may know this, but we had a senator who made it his job to weed out communists and homosexuals. And so that's part of what's happening in the sort of historical background of this novel is a sort of public campaign to rid, theoretically, to rid the U.S. of sort of subversive elements. And it was called, in terms of gay life, it was called the Lavender Scare. And it would have been the first time that many Americans heard anything at all about homosexuality, and only then sort of in the news to do with the sort of punitive actions that the government was attempting to take and the interventions they were attempting to run in people's lives. And the other part is that, you know, so much of American life or so much of American history is dominated by travel and the movement west. And the frontier was essentially closed. I mean, it was closed in the late 19th century, but it was essentially closed, and so really we had nothing left to destroy or colonize, and so we started sending up satellites and other things like that. And so it's the beginning of the space race, in essence. And much that's part of the background of the novel. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Hélène pour l'interprétation et vous tous d'être présents ce soir. Donc, le contexte du roman, c'est les années 50 aux États-Unis. À l'époque, il y avait un sénateur qui voulait débarrasser les États-Unis de tous les communistes et de tous les homosexuels. Il a fait vraiment campagne pour ça, pour débarrasser les États-Unis de tous les éléments subversifs. Et pour bien des habitants des États-Unis, c'était la première fois qu'ils entendaient parler des homosexuels tout court, et c'était pour parler d'actions punitives à leur égard. L'autre point important de contexte pour le roman, c'est que l'histoire des États-Unis est beaucoup liée au voyage, et notamment le voyage vers l'ouest, donc la frontière qui se décalait au fur et à mesure que l'on découvrait le continent. Et donc en 1956, on est arrivé à la frontière ouest, donc on n'a plus rien ni à détruire ni à coloniser. Du coup, on s'est mis à envoyer des satellites dans l'espace pour la conquête de l'espace. Donc c'est le début des satellites. Pour pas trop vous embrouiller, après on rentrera plus à fond dans l'histoire de chacun des romans, mais j'aimerais poser la même question à Ruman, un livre beaucoup plus contemporain, puisque ce livre a été écrit juste avant Covid, donc un roman qui anticipait beaucoup de choses. Dans quel contexte, là encore, se retrouve-t-on à l'époque où se passe cette histoire? On pourrait dire qu'elle est très contemporaine, en 2020, dans cette Amérique meurtrie par l'ère Trump. Thank you, Shannon. It is also, just before I begin, it is a great pleasure to be here. Thank you so much. Shannon just spoke of her work as being about the 1950s, when America had run out of things to destroy, so sought to destroy space and one another, gay people, us gay people. My book is set in 2000. It's not stated, but in the Trump era, Trump is president in my book. So we have moved on to destroying the climate, and we have moved on to destroying the notion of truth itself, at least in the United States, I think probably here in France as well. So I think that actually the context is sort of the very same context that Shannon was writing about 5 decades on, and what lies 5 decades ahead is sort of the question of the book, I think. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir invité à venir. Donc, le roman de Shannon se déroule dans les années 50. Et comme l'a si bien dit Shannon, les États-Unis n'ont plus rien à détruire, donc ils ont décidé de commencer à aller dans l'espace pour détruire un peu ce qui se passait là-haut. Ils détruisaient
Ils se détruisaient les uns les autres aussi, et les homosexuels, comme nous le savons. Alors, mon roman se déroule dans les années 2000 et quelques, l'ère Trump. Alors là, on a progressé. On détruit donc le climat et la vérité. Aux États-Unis, c'est le cas, on a détruit ça, et je pense que c'est un peu le cas en France également. Donc, c'est un contexte qui a beaucoup de parallèles avec ce que décrit Shannon dans son roman, sauf que tout ça se déroule 50 ans plus tard. Shannon, donc votre roman est à la fois un roman qu'on pourrait qualifier de roman noir, mais aussi une chronique des années 50. On va rentrer plus pertinemment dans les personnages phares de cette histoire. Donc on le disait, on est dans une fin de guerre de Corée. Deux frères rentrent de cette guerre, Lee et Julius, sauf qu'on apprend très vite que Julius a été renvoyé de l'armée pour son homosexualité. Lee se marie très vite à une jeune femme, très jeune, elle a à peine 21 ans, qui s'appelle Muriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces trois personnages et, on va dire, et cette espèce de trio qui est dans un espèce d'équilibre-déséquilibre? Yeah, so Muriel and Lee marry quite young, and Julius is Lee's brother. And in essence, Muriel decides to marry Lee for a host of reasons, many of the same reasons that anyone gets married, but partly because she meets Julius. And she feels a kind of attraction to Julius that is erotic on the one hand, but not necessarily sexual. And she seems to recognize in him something that she's never seen before, but something that speaks to a kind of sort of private and unknowable space in herself. So I think that's sort of the engine of the book, is the complication of their attraction to each other and their the power of their meeting when in an era in the US when it would have been very, very difficult for gay people to meet each other. And they don't necessarily know that that's what they're responding to, but it's very powerful for them to see one another in that way. And Lee seems to be aware of it too, but most of this is unspoken. Sorry, but you can start again afterwards. It's just people get bored. Donc, effectivement, Muriel et Lee se marient assez jeunes. Donc, Julius est le frère de Lee. Et Muriel accepte d'épouser Lee pour beaucoup de raisons, des raisons normales de pourquoi on se marie en général, mais aussi parce qu'elle ressent une attraction pour Julius, qui est une attraction érotique, qui n'est pas forcément une attraction sexuelle, parce qu'elle reconnaît quelque chose en lui qu'elle n'a jamais vu auparavant, mais qui fait écho à quelque chose de privé en elle. Et c'est un peu le moteur de cette attirance entre eux. C'est vraiment une rencontre assez puissante à une époque où les gays n'avaient pas vraiment de moyens de se rencontrer spécialement, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est ça en fait qui les relie, mais c'est vraiment une rencontre assez puissante. Et Lee, quelque part, en est un peu conscient, mais c'est jamais vraiment dit dans le roman. Alors Lee est un personnage un peu en retrait, puisqu'on va voir ce personnage de Muriel qui, pour trouver là encore, quand vous avez vu cette très belle couverture, on a l'impression qu'on est dans un roman de naturwriting, de grands espaces, alors qu'en fait cette couverture représente la recherche de grands espaces de liberté. Et pour échapper justement à ces conditions de femme, on va dire, non accomplies, elle se réfugie un petit peu, elle travaille dans un bar, Lee est ouvrier, mais elle va se réfugier dans le jeu. Et d'ailleurs, le jeu, enfin le pari sur les courses plus exactement, Julius lui-même est quelqu'un qui va être à Las Vegas derrière son miroir teinté et surveiller la triche, là encore, sur les tables de jeu. Et le jeu prend une part très importante dans ce livre. Et on voit d'ailleurs qu'en exergue, ce livre est dédié à votre grand-mère, Dorothy. Là encore, ça a été le point de départ de ce livre également. My grandmother was a great poker player in a time when there weren't that many women who played poker. And she took me along with her many times when we would go to Las Vegas, and this was in the 1980s and 90s, and we were talking about this a little bit, before the city had sort of been transformed into a family-friendly vacation destination, which it still sort of
baffles me that that's how it's marketing itself. But I was interested in gambling as a kind of overarching metaphor for what the characters have to do in order to live the lives that they want to have, which is to take great risks and to transgress, and maybe to do things that we very often conventionally think of as wrong in human interactions, but are absolutely essential in gambling, like lying and cheating and bluffing and hiding. And keeping secrets, which the characters do, and hopefully we forgive them for doing it because we understand the stakes that they're operating under. Alors oui, effectivement, ma grand-mère était une joueuse de poker et à une époque où les femmes ne jouaient pas souvent au poker. Et elle m'emmenait à Las Vegas régulièrement, donc c'était dans les années 80, avant que Las Vegas ne devienne un endroit qui était censé être sympa pour les familles, puisque c'est le marketing actuel, ce qui me dépasse un petit peu. Et du coup, effectivement, tout ce qui est Paris, ça m'intéresse principalement pour la métaphore que ça représente de nos vies, des vies qu'on veut vivre. C'est-à-dire que quand on parie, on va prendre des risques, on va transgresser les règles, on va faire des choses qui sont considérées comme mauvaises, mais qu'on accepte parce que c'est du jeu, donc c'est-à-dire mentir, tricher, bluffer, garder des secrets. Et du coup, les personnages font tout ça, mais j'espère qu'on leur pardonne justement parce qu'on se rend bien compte que c'est dans le cadre du jeu. Donc Muriel, d'ailleurs, a une mère qui elle est aussi un peu féministe avant l'heure, donc qui lui a donné aussi cet exemple de liberté. Muriel's mother is a sort of woman ahead of her time. I don't know that she would have called herself a feminist necessarily in that political sense, but she has a lot of relationships. She's divorced, which is unusual still at that time. And she has a lot of sort of casual sexual relationships with men. And this sort of forms the first lesson that Muriel gets in the way in which one might attach romantically. And I think opens her in ways that are essential to accepting her own desires. That she gets this from her mother's promiscuity, essentially. And I think there's another book, I'd like to write another book sometime, that's just about Muriel's mother. But she's just sort of in the background, she never has a name, in fact. So I've thought about that. She has many names in my head. Alors effectivement, la mère de Muriel était en avance sur son temps. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait employé le terme féministe d'un point de vue politique. Mais déjà, c'était une femme divorcée, ce qui était particulièrement inhabituel à l'époque, qui avait qui couchait avec beaucoup d'hommes. Et donc c'est la première leçon de Muriel sur l'attachement romantique à l'autre, et c'est sans doute ce qui lui permet d'accepter son désir à elle par le biais de la promiscuité de sa mère. Alors techniquement, j'aimerais bien en fait écrire le livre de la mère de Muriel. Elle n'a même pas de nom dans le roman, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envisagé et j'ai déjà plusieurs noms en tête. On va revenir maintenant sur le personnage de Julius. Alors, on ne peut pas en dire trop non plus sur l'histoire, rentrer trop dans cette histoire, mais ce personnage de Julius, on l'a dit tout à l'heure, qui a une espèce de fascination de Muriel pour Julius. Quels mots pouvez-vous nous dire, sans trop dévoiler de l'histoire du personnage de Julius? I think of Julius as a character who's trying to find his place in the world, and he does end up in Las Vegas in the late 1950s, and Las Vegas was a fascinating place. In fact, one of the kind of initial things that I found in my research that really sent me in this direction was they used to do atomic tests in the desert, and they would hold these parties where people would go up to the rooftops of casinos at dawn and watch the bombs. I know, it's amazing, isn't it? And watch the bombs go off in the desert. And I thought, well, this is a really particularly American idea, that, you know, we make this destruction kind of a form of entertainment. And Julius, I think, is drawn towards that kind of transgression, and he's really trying to figure out, you know, how to live in the world in all of its complexity
without sacrificing too much of who he actually is. I don't know how else to say anything that doesn't give it away, but he's an interesting character, and one that I think readers, when I've talked to them, when they've read the book, have very mixed feelings about in terms of his, and whether he makes sense to them, whether they like him, whether they understand what he does. So I think that's the best compliment you can get as a writer, is that we weren't sure if we liked your protagonist. Alors pour moi, Julius, c'est un personnage qui essaye de trouver sa place dans le monde. Et donc à un moment, il se retrouve à Las Vegas, donc à la fin des années 50, à un endroit qui est vraiment fascinant. Et quand j'ai commencé à faire des recherches pour le roman, je me suis dit qu'il fallait que ça se passe à Las Vegas, parce que j'ai découvert qu'à l'époque, quand il y avait des tests de bombes atomiques dans le désert, on organisait des fêtes sur les casinos. En fait, ils allaient tous sur le... Je ne vais pas retrouver le mot. Le plafond, sur le toit, merci. Tout le monde allait sur le toit et on prenait un verre et on observait de loin le test atomique. Je me suis dit, il faut vraiment être américain pour penser à ça. De faire de cette destruction quelque chose qui puisse devenir un spectacle. Et pour moi, Julius, c'est un personnage qui justement est attiré par ce genre de transgression. Il essaye de comprendre comment vivre dans un monde sans sacrifier sa propre personnalité. Et c'est vraiment un personnage intéressant. Généralement, les lecteurs viennent me voir et ils me disent Julius, j'ai quand même des sentiments un peu partagés sur lui. Des fois, je ne comprends pas trop pourquoi il agit comme il le fait. Des fois, je l'aime bien, mais en fait, pas trop. Et pour moi, c'est vraiment un compliment, en fait, que justement, les gens ne sachent pas trop quoi penser de lui. En effet, parce que c'était la question d'après, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est un roman sur la quête de soi, sur l'émancipation, la recherche de la liberté, mais jusqu'à quel prix? Parce qu'on voit que Julius va trahir, jusqu'à trahir ses plus proches. Est-ce le prix de la liberté? I think the escaping convention and the loneliness and judgment that often follows the escape from convention is the price that many of us pay for freedom. It makes perfect sense to Julius, and there's a sort of perfect logic in his betrayal in terms of the things that he needs for his life. And hopefully it's something that as a reader you also understand, that, you know, Julius is in search of something extremely important and essential to his own life. And very often that puts us at odds with other people that we love, that we have to make difficult decisions that are disappointing to other people in order to have what we need. And I think that's part of what Julius experiences, that his betrayal is really in the service of his own life. Alors, j'ai l'impression que quand on essaye d'échapper aux conventions, on se sent très seul, et c'est souvent le prix à payer pour la liberté. Mais j'espère que la trahison de Julius a un sens, parce qu'il cherche juste à répondre à ses propres besoins. Et j'espère que les lecteurs le comprendront, qu'il est à la recherche de quelque chose qui est important pour sa vie, et que malheureusement, effectivement, ça le met en porte-à-faux par rapport à des gens qui l'aiment. Et bien souvent, on est obligé de prendre des décisions difficiles que les autres ne comprennent pas forcément pour répondre à nos propres besoins. Et donc j'espère que les gens verront qu'effectivement, même s'il trahit, ça a un sens et qu'il le fait pour une bonne raison. J'aime bien la manière dont Shannon défend ses personnages. Hein, j'aime bien. Mais j'aime aussi beaucoup Julius. Hein. I like him too, very much. Moi aussi, je l'aime beaucoup. On a parlé de Las Vegas, il y a une autre ville qui est importante aussi dans ce livre, c'est la ville de Tijuana, donc un Tijuana au Mexique dans les milieu des années 50. Que représente cette ville aussi? Well, in the state, you've maybe heard this saying, what happens in Vegas stays in Vegas, which is interesting. It's almost as if Las Vegas is kind of imagined as this space of exception, where you can do what you want, and no one will know, and it will stay where it should. But there's also another sense in which it literally stays there. It's one of the most surveilled places on Earth. So everything you do is probably captured by a video camera. And so I think that
part of the way I thought about Las Vegas and what it means to the characters and to the sort of the metaphors of the book was this is a place of exceptional freedom and transgression, but it's also a place in which every move you make is watched, which I think of as a pretty good way to describe the United States, as a place where very much is possible and very little is private. Oh, it was about Tijuana? Sorry. Problème Sorry, de I'll traduction. answer that. Sorry. Donc on va d'abord répondre sur Las Vegas, désolé. Donc on a l'expression aux États-Unis que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, et c'est effectivement un endroit où du coup on a l'impression où on peut faire des exceptions, on fait ce qu'on veut et personne ne le saura jamais. Mais il y a un double sens à cette expression, c'est aussi que ça y reste parce que tout est filmé par des caméras. Et du coup, je me suis servi de Vegas comme d'une métaphore pour la liberté. Effectivement, on est libre. C'est le cas aux États-Unis. On est libre, mais on nous surveille tout le temps. Donc, quelque part, c'est une métaphore pour ça. Alors que Tijuana est un lieu peut-être où tout ce qui se passe à Tijuana ne reste pas à Tijuana. Et un grand lieu de débauche et de liberté. Well, I don't know. I don't think they advertise themselves that way, but I do think that Tijuana has served a similar function, actually, in sort of the American imaginary, where you cross a literal border into a place where you seem to leave the rules of the world that you inhabit behind, and I think Tijuana, by virtue of being, in Mexico and the way that many Americans think about Mexico, it's a place where you don't have to follow the rules. You have the privilege as an American to go and do whatever it is that you want, in much the same way that we carry that idea with us into all kinds of other cultures. And I think Tijuana is very often imagined in the U.S. as a place where you can go and do as you wish, but there were things that were legal there that were not legal in the U.S. So in a literal sense, you could go and you could gamble, and very often men could go and pick up other men at a time when that was much less possible or much more dangerous to do in most parts of the United States. So it is a sort of place apart in that way. Alors, en ce qui concerne Tijuana, je ne pense pas qu'il fasse la publicité de ce qui se passe à Tijuana reste à Tijuana, mais quelque part c'est un peu la même fonction quand même. En tout cas dans l'imaginaire américain, on a l'impression qu'on passe une frontière et que tout à coup on n'a plus besoin de suivre les règles. Donc effectivement, Tijuana, comme c'est situé au Mexique et que les Américains ont une certaine vision du Mexique, ils ont l'impression que là-bas ils n'ont pas besoin de suivre les règles, comme ils ont cette impression avec beaucoup de cultures. Mais Tijuana a vraiment cet imaginaire américain. On a l'impression qu'on peut y faire n'importe quoi, ce qui n'est pas complètement faux parce qu'il y a des choses qui sont légales là-bas qui ne le sont pas aux États-Unis. Donc, par exemple, en tout cas, dans les années 50, l'homosexualité était moins mal vue là-bas, en tout cas. Et du coup, ça en fait quand même un monde à part. Alors pour finir avec Shannon, on voyait bien que le personnage de Muriel collait complètement avec la thématique de la rencontre, puisque c'était et si finalement le secret résidait dans ce que l'on est capable d'accepter de soi et des autres, et je trouve que Muriel incarne parfaitement cette réalité. Et pour conclure, je voulais insister sur l'écriture de ce livre que je trouve absolument magistral, un art de la description hors du commun, un livre d'une beauté incroyable, parce que finalement le livre, vous voyez, il est assez épais. On ne peut pas dire que c'est un roman où il se passe énormément de choses, c'est un roman d'ambiance, et c'est Justin Torres, en 4e de couverture, un auteur que j'adore, qui a publié un seul livre, qui s'appelle Vie animale, aux éditions de l'Olivier, qui dit « Lisez ce livre tout simplement, parce que personne n'écrit comme elle », et j'adhère complètement. Merci Shannon. Je voulais pas vous embrouiller pour rebondir, donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré avoir un temps distinct. On va parler maintenant du livre essentiel de Ruman qui a été écrit pour cette rentrée littéraire, vraiment un de nos grands coups de cœur, où là on est sur un livre qui est tout à la fois une satire sociale, une fable, avec cette fois-ci un style très précis, ciselé, qui va rentrer dans la
C'est comme si on avait un narrateur omniscient qui allait rentrer dans la psyché de chacun des personnages. Alors pour ce livre, pour vous résumer un petit peu l'histoire, on a une famille de bobos blancs new-yorkais, 2 parents, 2 enfants, qui sont adolescents, et qui, on sent que cette famille est un petit peu en train de s'étioler, ça va pas si bien que ça, et donc ils décident de s'oxygéner un petit peu et de partir en louant une maison par Airbnb à Long Island, une maison paradisiaque avec piscine, jacuzzi, une nature. Tout est très très beau. On pourrait commencer déjà, Roman, par décrire un petit peu cette famille. Et on a parlé de l'Amérique où on était, mais où en est cette famille au moment de ce séjour à Long Island? Champagne socialists, I like that. The, the novel begins with a family of 4 in a car, and they're driving out to their holiday from Brooklyn to Long Island. And I wanted the reader to feel that there was a familiarity there, that we have all read so many wonderful novels about families on vacation. The change of scene can reveal something about the fissures in a family. I can't even list the number of books and films that use this particular construct. But I wanted to seduce the reader into thinking it was going to be a book about divorce or betrayal or the trials of a marriage or the trials of heterosexual white rich Americans at midlife, what it is like to have horrible teenagers in the backseat of your car, but to reveal a book that was actually, hopefully, about the world that we all inhabit. Bon, c'est intéressant cette expression. Donc, l'interprète a utilisé l'expression anglaise, pas américaine, pour Bobo, socialistes qui prennent du champagne. Bon, Roman a trouvé l'expression amusante. Donc, voilà. Donc, au début du roman, on a une famille de 4 personnes qui est dans sa voiture. Ils vont vers leur location de vacances. Ils vont de Brooklyn à Long Island. C'est une scène très familière. On a tous lu des romans merveilleux sur des familles qui partent en vacances. Et en fait, il n'y a rien de mieux qu'un changement de scène pour révéler les fissures dans un couple. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce thème. Donc, je voulais séduire le lecteur, lui faire penser que c'était un livre sur le divorce, la trahison, la crise de couple, le couple hétéro, blanc, classe moyenne, avec ses 2 affreux ados à l'arrière de la voiture. Et en fait, donner un monde qui parle de l'état du monde, un livre qui parle de l'état du monde actuel. Donc, cette famille commence à passer ses vacances. On sent bien, malgré tout, que cette mère est un peu fragile. Il y a une scène où elle fait les courses qui est assez mémorable, qui dure 4 ou 5 pages. Yes, well, the way I usually talk about this is that, in America, the cultural life is sort of shopping, and that's kind of it. And so, if you want to write about contemporary America, you sort of have to write about shopping. Alors, oui, bon. En fait, d'habitude, quand je parle de cette scène, la scène où elle fait les courses, je vous dis, la vie culturelle aux États-Unis, c'est le shopping. Si on veut parler de la culture américaine, il faut parler de shopping, de courses. Donc, il commence à apprécier, quand même, à se demander d'ailleurs à qui peut bien appartenir cette maison fantastique qui est magnifique. Et là, il se passe quelque chose qu'on pourrait qualifier peut-être d'étrange, de paranormal, un bruit, un son. Et on peut dire qu'après ce bruit, ce son, les choses ne seront jamais pareilles. Ça frappe à la porte, un couple de noirs afro-américains, on va dire, frappe à la porte, et là, il se dégage une inquiétude, évidemment, mais très vite, ce couple va leur expliquer qu'à New York, c'est le blackout, panne de réseau, panne d'électricité. Ils ont peur, donc ils reviennent dans la maison qu'ils ont louée sur Airbnb, puisqu'ils sont propriétaires de cette maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
sur ce couple. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À quoi vont être confrontés ces 6 personnages? Difficult to talk about without undoing the suspense, I suppose, but that confrontation between a middle-class white family and a wealthier, older black couple who own this beautiful house, hopefully will feel juicy and sexy and exciting to the reader, that the reader will feel like, well, what is going to happen when you bring different kinds of people together. In the United States, especially in the exurban United States, where there's a lot of space, it is possible to have a space that you tell yourself belongs only to you. In urban space, in Paris and New York, we have to share the space. You know, you see billionaires riding the subway. But the American dream unfolds in the suburbs. And the notion that you have your territory, your lawn, Americans love grass, right? And that is your kingdom, your fiefdom, and you are safe there. But what happens, this is how Airbnb works, when you have borrowed someone else's kingdom and the king returns, and then you have to make your peace there. Alors, c'est un peu dur de rentrer, d'expliquer exactement ce qui se passe sans déflorer l'intrigue. Il faut un peu de suspense quand même. Mais en fait, ce que j'essaye de décrire, c'est cette confrontation entre un couple, une famille blanche de classe moyenne, plutôt bobo, et un couple plus âgé, noir et très aisé, qui retourne à la maison qui est leur propriété. Alors, c'est très sexy, c'est très passionnant. On se demande vraiment ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui se passe quand on réunit 2 personnes qui sont complètement différentes? Les États-Unis, sauf dans les grandes villes, dans les centres-villes, l'espace est roi, c'est le rêve américain. Les gens volent de l'espace pour eux-mêmes. À New York, à Paris, dans les grandes villes, au contraire, l'espace, il y a peu d'espace et on doit le partager. On voit des millionnaires dans le métro, par exemple. Le rêve américain, c'est la petite maison de banlieue avec une belle pelouse, son propre royaume. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, quand on loue un petit royaume sur Airbnb et que le roi revient, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça. Pas évident d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a un suspense formidable. On ne va pas dévoiler le suspense, on ne va pas dévoiler. Mais ce qui est impressionnant, on parlait de l'écriture de Shannon tout à l'heure, et moi ce qui m'a subjugué également dans votre écriture, c'est de rentrer dans la psyché de chacun de ces personnages, et c'est à travers cela que vous allez dire beaucoup du monde dans lequel on vit, des angoisses, des fantasmes. Yes, thank you. That was it's a technique that I think is, in fact, very old, and is not the contemporary novel, the novel of so many of the writers I admire in the last decade, has been from the perspective, the third-person perspective, where the he or the she is really an I. And everything is filtered through a single perspective. And we've had a lot of fiction of the self. The writers I usually cite, and I admire these writers, so you have to understand that it's a compliment, are Ben Lerner and Rachel Cusk, who have managed to find the world in the single self. I have to credit my editor on this book, who, when she read the book before I had this omniscient perspective, said to me, "This book is very annoying because I don't understand. I understand what everyone is thinking, but I can't see an overview."
it's good to have an editor who will tell you the truth. And so I introduce this perspective where the book unfolds almost from God's perspective. And the book can look into what everyone is thinking and show you the ways in which everyone is, frankly, terrible. Alors, en fait, en réalité, ce dont vous parlez là, c'est une technique littéraire assez ancienne. Le roman contemporain, ou du moins les romans des 10 dernières années que j'ai le plus admirés, ont tendance à être écrits à la troisième personne, il ou elle, qui est en réalité, ce il ou elle est un je, une perspective unique en quelque sorte. C'est une méga-fiction du soi, en réalité. Alors, des auteurs que j'admire énormément, comme Rachel Cusk et Ben Lerner, ont écrit dans un monde où il y a le moi un peu unique. Et bon, moi, j'ai pris une autre perspective. C'est mon éditrice qui, quand elle a lu les premières épreuves de mon livre, m'a dit qu'elle trouvait mon livre agaçant. Elle me dit, je ne comprends pas. Je comprends ce que pense chaque personnage, mais je n'ai pas de vision d'ensemble. Et sincèrement, la sincérité, c'est une qualité que j'apprécie énormément. J'ai donc décidé d'adopter une perspective, une nouvelle perspective dans mon roman, une perspective quasi divine, où on rentre dans l'esprit de tous les personnages et on comprend exactement combien ils sont tous odieux. C'est la technique du narrateur omniscient, mais du coup, le lecteur le devient aussi. Mais c'est un livre qui va du coup aborder beaucoup de thématiques sur les préjugés raciaux qui sont encore très vivaces, sur cette Amérique très contradictoire et très fissurée. Et c'est un livre qui est très très riche. C'est-à-dire après l'analyse finalement j'allais dire de caractère de personnage, c'est le portrait d'une époque qui est rendu. Oh, that's very generous. So thank you for that. I think that you can, for me, I can only try to tell a story, and a story always becomes the possession of the reader. And I think what your question reflects is that we live in an era in which that's what we want from art. Things are it's such a broken moment, and I'm sure everyone in this room, spends my entire day staring into my phone. There's a comfort in looking to a work of art, whether it's a film or a painting or a novel. For me, it's almost always novels that will speak with some authority. But I don't think that a writer, at least I can't, aspire to that. I think that the writer gains that because he or she is given it by the reader. The reader is looking for that. I love hearing myself in French. I sound much smarter. C'est très généreux, merci, merci beaucoup. Donc, bon, pour moi, je pense qu'on peut essayer de raconter une histoire, mais en réalité, c'est le lecteur qui possède l'histoire. La question qu'on peut se poser, c'est cette ère dans laquelle nous sommes actuellement, eh bien, nous sommes à un moment où la société est brisée, où tout se fissure en quelque sorte. Moi, perso, je passe mes journées sur mon téléphone et je sais qu'il y a un véritable réconfort à ressentir quand on voit une œuvre d'art, que ce soit un film, une image, un tableau plutôt, ou un roman. Bon, pour moi, c'est plutôt les romans. Quelque chose qui a une certaine autorité. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose auquel je puisse aspirer en tant qu'écrivain. C'est le lecteur qui interprète cette autorité. C'est son regard qui donne de l'autorité à une œuvre. Donc on le disait, on ne va pas divulguer l'histoire, mais on peut vous dire que ce huis clos va devenir de plus en plus oppressant. On va avoir l'apparition de centaines de cerfs dans un jardin. C'est une lecture qui vraiment nous prend. C'est un livre incroyable, mais c'est un livre quand même qui dégage une espèce, comment je pourrais dire, une espèce d'obligation. C'est-à-dire que tous ces personnages, malgré tout, doivent faire corps et vivre ensemble dans une espèce de communauté. C'est comme s'ils n'avaient pas le choix.
Et d'ailleurs, vous avez, dans une interview à Paris, The Paris Review, dit « Je pense que la lueur d'optimisme du livre repose sur la communion, la simple réalité humaine d'occuper un espace ensemble. » Et là aussi, c'est une thématique qui est au cœur de ce livre, malgré tout. Yeah, and it's true. That's all we have. We pretend, especially I think the rich, we pretend that, you know, the richest people on the planet right now pretend that they can go into outer space and escape what they've done, what we've all done to the climate. It's not possible. It's not possible. The richest people on the planet believe that they can go to New Zealand and hunker down with their children and let the rest of the world collapse. It's impossible. That isn't the world. This actually is the world. And I think we saw that so much during the period of, I don't like to speak of the pandemic as the past because it is still happening, of course, but I think that is what registered for so many people the world over. The realization that actually the world is your relationships to the bus driver you always see and the nanny across the street whose name you don't even know who's taking the children to school and your favorite barista at the coffee shop. Without that communion, what's the point of living? I don't know. Oui, c'est tout ce qu'on a, cette communion. Il y en a qui prétendent, surtout les très très riches, qui prétendent qu'on peut aller dans l'espace, se réfugier dans l'espace pour fuir ce que nous avons fait au climat. Mais ce n'est pas possible. Il y en a d'autres qui veulent juste aller avec leur famille, se terrer en Nouvelle-Zélande et laisser passer la crise, l'effondrement de la société. Mais ce n'est pas possible non plus. Parce que ce n'est pas ça le monde. Et je pense que le monde, c'est ici, c'est maintenant. Pendant la période de la pandémie, j'aime pas en parler au passé, parce qu'elle n'est pas passée entièrement, cette pandémie. Mais l'humanité du monde entier a compris que le monde, c'est les relations. La relation qu'on a avec le conducteur de bus ou avec la maman qui emmène ses enfants à l'école ou le type qui nous sert un café dans le bar. Et sans cette communion, quelle est la finalité de la vie, en fin de compte ? Merci Romane, je ne peux que vous encourager à lire ce grand livre de la rentrée. J'ai juste une petite question pour finir. La qualité respective de vos livres ont attiré les scénaristes, puisque j'ai cru comprendre que le livre de Shannon allait être adapté sur Netflix et que le livre de Ruman allait être adapté au cinéma. Vous pouvez nous en dire quelques mots pour conclure cette rencontre ? I don't think it's Netflix, Ah. but Bad I mean, information. maybe. but it is being adapted, and hopefully they're going to start filming soon. And I've read the screenplay, and it's really quite wonderful. And I'm mostly looking forward to, you know, it's not mine really. That this is something that somebody else is making, and it's a great opportunity for me to see the story continue to live. And to live in a medium that's visual and not linguistic, and so I'm particularly excited to see how they represent the characters, but particularly these worlds which really have to be reconstructed. I'm really excited to see the world of 1950s Las Vegas and 1950s San Diego, which is both very, very different than they are now, to see them recreated visually in the movies. So, yeah. Alors, a priori, c'est pas Netflix. Oui, c'est Mais effectivement, ça va être adapté à l'écran bientôt. Donc, j'ai lu déjà ce qu'ils ont prévu, ça a l'air super. L'histoire ne sera plus vraiment la mienne, mais c'est mon histoire qui continue à vivre à travers un autre média. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont représenter ça à l'écran et surtout voir comment ils vont reconstruire des mondes, notamment le San Diego et le Las Vegas des années 50. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Yes, my project is with Netflix. It is a film. It'll come out, I believe it will come out at the end of this year. And I think I feel probably the same way Shannon does, which is that you sort of tangibly say that you touched those readers. You know, you touched the producers or the screenwriters, like that something got through to them. And that's a great feeling because you don't
know. I mean, you don't know who's read your book, and you don't, I mean, unless something is wrong with you and you look at Twitter and you see what horrible things people say, it's a one-way transaction to write a book. You write the book and then you give it to the reader, and then your part is done. But as Shannon said, the idea of an artist, another team of artists, carrying that story forward in their own way, it's wonderful. It's a great gift. Alors oui, c'est un projet de film qui va sortir sur Netflix, je crois, à la fin de cette année. Et comme l'a si bien dit Shannon, je suis touchée par l'interprétation, la lecture de ces lecteurs, les scénaristes, les producteurs, etc. Parce qu'on ne connaît pas vraiment ces lecteurs, sauf si on est un peu maso et qu'on va sur Twitter pour voir ce qu'ils disent sur nous. Mais il y a une sorte de transaction. On écrit le roman, on le transmet au lecteur, et voilà. Et l'idée que d'autres artistes puissent se saisir de ce que j'ai écrit et en faire un autre projet, quelque chose de nouveau, eh bien, c'est un don incroyable, un cadeau incroyable. Merci. Eh ben, nous, on a hâte de voir ça aussi. Hein. Il n'y a plus qu'à vous remercier et lisez ces 2 formidables livres. Merci à tous.